peut-être partager plus tard. Alors, d'accord, on est trois, on va commencer. Alors, je vais fermer le micro de Madame Anamba. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, C'est bon pour moi. c'est bon pour Les autres, vous. D'accord. Vous voyez mon écran? Je vais juste allumer encore Madame Anamba. Madame Anamba, vous m'entendez? Oui, madame. Vous Je voyez vois mon votre écran? écran. Vous voyez l'écran. Oui. D'accord. Parfait. D'accord. Donc, on va commencer. Je vais fermer votre micro. Donc, aujourd'hui, la présentation est faite par notre invité, Dr. Courtney, et moi. Je suis la directrice du Centre Lab Academy et je suis BCBA de formation. En général, lorsqu'un enfant est diagnostiqué, il est référé à nous par un pédiatre ou un psychologue ou un neuropsychologue ou un developmental pediatrician, qu'on appelle des pédiatres de développement. Et aussi, il peut être référé à nous par les écoles en général aux États-Unis ici. Mais en Guinée, je ne pense pas que tout le monde a vraiment accès au pédiatre et donc j'encouragerais beaucoup les personnes qui sont ici de partager avec les parents cette information aujourd'hui que nous présentons et de les encourager à aller voir les pédiatres pour les différents milestones, c'est-à-dire que les rendez-vous auxquels ils doivent aller pour voir si l'enfant se développe dans les normes, encourager-les à aller quand même voir leur pédiatre et ne pas rater ces rendez-vous-là parce que c'est là qu'on arrive à détecter très tôt s'il y a des soupçons de délai de développement. Et ça, c'est le rôle des pédiatres et des psychologues et dont Madame Dr. Courtney qui est avec nous. Donc, je vais lui laisser l'honneur de se présenter à son tour. Alors, Dr. Courtney, à votre oui, tour. merci beaucoup. Alors, je suis Dr. Courtney Baltridge. Je crois que je connais quelques-uns entre les participants. Je suis pédiatre américaine, pédiatre généraliste. J'ai fait ma formation au Texas et depuis 6 ans, je suis en Guinée avec ma collègue Dr. Rachel. Nous avons créé un centre à Dubreka qui fait que la pédiatrie. En ce moment, c'est les soins ambulatoires. On n'a pas d'hospitalisation, mais on voit pas mal de patients. On a au moins un, peut-être deux de nos médecins aujourd'hui qui participent. On a aussi, j'espère, assez de pédiatres de Conakry que j'ai passé du temps avec et je collabore avec les pédiatres à Conakry. Alors, je suis vraiment ravie de faire partie. On est ravis pour le centre que Fabi a créé à Conakry et je suis très enthousiaste pour le partager avec vous. D'accord. Et en passant, c'était l'anniversaire de Dr. Courtney le jour de la Journée mondiale de l'autisme, le 2 avril. Donc, on lui souhaite joyeux anniversaire. Merci. C'était vraiment parfait que je peux participer car c'est mon anniversaire chaque année pour le jour international de l'autisme. C'est ça. Donc, on célèbre doublement. Alors, on va commencer avec la présentation. Donc, le MChat est l'outil de dépistage de première ligne qui est utilisé à travers le monde avec différentes langues, traduites en différentes langues. Et donc, c'est, comme on dit en anglais, le go-to qu'on utilise lorsqu'on suspecte des signes d'autisme ou des signes de délai au niveau du développement de l'enfant. Donc aujourd'hui, on va parler de cet outil de dépistage et tiens à faire la différence entre le dépistage et le diagnostic.
Cet outil ne permet pas de diagnostiquer l'autisme. Il permet juste de déterminer si l'enfant est à risque d'autisme et de le référer à un professionnel comme Dr. Courtney, un pédiatre ou un psychologue, pour pouvoir faire une investigation plus approfondie et peut-être poser un diagnostic si nécessaire. OK? Donc, c'est un outil qui nous aide à comprendre quelque part les signes précoces de l'autisme et pouvoir les référer à un professionnel expert dans ce domaine. D'accord? Donc, ici, on va parler aujourd'hui de définition de l'autisme. On va parler des caractéristiques principales qui sont les troubles de communication. C'est ce qui est le plus visible en général lorsqu'on nous réfère un enfant. C'est un enfant qui souvent ne parle pas. On a des troubles de comportement répétitifs, c'est-à-dire que l'enfant euh, s'engagent dans des comportements qui sont, par exemple, aligner des jouets ou ils font des choses à répétition. Parfois, ils bougent les mains à répétition. Aussi, il y a les difficultés sociales, donc les difficultés de ne pas répondre à son nom. Lorsqu'on appelle l'enfant, il ne nous regarde pas, il paraît absent ou quelque part, il ne joue pas avec les autres enfants. Donc, quand vous voyez des caractéristiques comme ça chez un enfant, c'est peut-être une bonne idée de le signaler à une personne qui peut évaluer l'enfant pour un dépistage précoce. Et pourquoi est-ce que le dépistage précoce est important? Quelque part, c'est parce que tout simplement, ça nous permet de prendre en charge l'enfant un peu plus tôt. Et je, l'important, c'est qu'on identifie les difficultés qu'il a et qu'on puisse lui donner les thérapies et le support nécessaire euh, lorsque on identifie que l'enfant est à risque. Et souvent, une prise en charge rapide peut lui donner plus de chances d'être autonome à l'âge adulte. OK? Donc, quelque part, c'est important de signaler lorsque vous voyez les signes, les caractéristiques dont nous parlons aujourd'hui et de nous faire part de ces choses-là au niveau du centre. On va donner les informations du centre et au niveau du pédiatre, on va vous donner aussi les informations de Dr. Courtney à Sacré-Cœur qui fait des évaluations et qui nous réfère parfois des enfants lorsqu'elle voit les signes. Donc, ce qu'on va faire, je vais essayer d'aller, on va tous les deux pouvoir échanger sur peut-être chaque slide, si Dr. Courtney a quelque chose à ajouter, bien sûr. Donc, je vais aller à la prochaine, au prochain slide où elle va nous parler de l'outil MChat qu'elle utilise parfois. Alors, il y a plusieurs outils qui sont disponibles pour le dépistage de l'autisme, mais ce que j'ai utilisé pendant ma formation et que je continue à utiliser, c'est le MCHA. Le MCHA est disponible en français, il est assez facile à utiliser. Il a été modifié pour même pouvoir rentrer plus dans les détails. Mais pour nous, les pédiatres, on peut utiliser la première étape et ça peut vraiment nous aider à dépister l'autisme. C'est un outil de dépistage qui est destiné à identifier les enfants à risque de troubles de spectre autistique dès 16 à 30 mois. Alors, c'est pas pour les enfants plus âgés, c'est particulièrement pour cet âge. L'outil est basé sur une série de questions simples qui sont pour les parents concernant les comportements et le développement social de l'enfant. Alors, c'est une questionnaire qu'on peut faire ensemble. Si le parent peut lire et peut comprendre, ils peuvent le faire seul et après on peut discuter. Ou si c'est un enfant, une famille qui ne sait pas lire, c'est quelque chose qu'on peut faire avec les parents ensemble. OK.
Et important d'ajouter que pourquoi c'est le 16 à 30 mois, c'est parce qu'à partir de 16 mois, si je ne me trompe pas, Dr. Courtney, c'est à partir de 16 mois qu'on essaye de voir la différence entre un enfant qui se développe, qui est atypique, et un enfant neurotypique. Parce qu'à partir de 16 mois, on commence à voir si l'enfant ne parle pas, on commence à voir les signes dont nous sommes en train de parler, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ce que j'ai appris pendant ma formation est que le AAP, le American Academy of Pediatrics, recommande de faire 2 dépistages chez tous les enfants à 18 mois et à 24 mois. Alors, c'est pas si ils ne sont pas venus exactement à cet âge, c'est bon si c'est entre l'intervalle, mais c'est souvent bon de faire 2 fois, pas seulement une fois, pour nous rassurer qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, qu'on répète le dépistage pour augmenter la sensibilité de l'outil. D'accord. Donc, pour passer à l'outil, le questionnaire, si je ne me trompe pas, c'est un questionnaire de 20 questions fermé et donc c'est juste un yes-no, c'est un oui-non au niveau des questions. Et donc, ça va toucher les domaines de l'interaction sociale, de la communication, du jeu et des comportements répétitifs. Est-ce que c'est correct, Madame Courtney, Docteur Courtney? Tout à Oui, fait correct. J'ai rien à ajouter. d'accord. Peut-être je peux dire que vous allez voir quand vous regardez le MCHA que les réponses oui, non, parfois oui, c'est à risque et parfois non, c'est à risque. C'est pas que à chaque fois qu'on dit oui que c'est risque d'autisme et par contre, c'est pas à chaque fois qu'on dit non, vous allez voir qu'il y a un mélange de signes positifs et signes négatifs. C'est ça. Et en parlant de ça, d'ailleurs, on va parler du score à ce moment-là. Donc, un score qui est à haut risque, donc ouais, quand on essaye de référer à un pédiatre, c'est un score sur pas 23, c'est 20 questions. Sur les 20 questions, c'est un score de 8 et plus. Donc, si vous avez un score à la fin qui détermine que l'enfant, sur les 20 questions, il y a 8 questions à risque, à ce moment-là, on réfère pour une évaluation approfondie. Et voici la partie où Dr. Courtney est en train de parler de mélange de oui et de non au niveau des réponses. Donc, en général, pour les questions 2, 5 et 12, si vous répondez oui à ces questions-là, à ce moment-là, ça détermine un risque. Pour les autres questions, si vous répondez non, à ce moment-là, ça détermine un risque. Donc, le reste des questions qui n'est pas la question 2, 5 et 12, si vous répondez non, ça détermine un risque chez l'enfant. Et je vais vous donner un exemple de question plus tard. Dr. Courtney, quelque chose à ajouter ici? Non? Non, c'est Rien à bon, ajouter. je suis OK, d'accord. parfait. Donc, euh, je vais vous montrer un exemple ici de questions que vous allez voir. Je ne sais pas si vous voyez mon écran correctement. Donc, un exemple de question, c'est par exemple, est-ce qu'elle s'intéresse à d'autres enfants? Donc, la réponse du parent ici était non. Est-ce qu'elle a du plaisir à jouer à cache-cache, par exemple? La réponse est non. Donc, tout ça, c'est des jeux sociaux, normalement. Donc, vous avez aussi des questions où on demande si elle imite vos expressions ou actions. Donc, si par exemple, vous applaudissez et vous lui dites d'applaudir, est-ce qu'elle va imiter? Est-ce qu'elle répond à son prénom? Donc, ça, ce sont des types de questions que vous allez voir au niveau du questionnaire. Euh, C'était juste pour vous donner un exemple. Maintenant, on va parler des limites du MChat et je vais laisser à Dr. Courtney de nous donner, selon son expérience, les limites de l'outil. Mais en général,
on essaye de comprendre que c'est un outil de dépistage, pas un outil de diagnostic. On essaye de détecter, ça ne peut pas détecter tous les cas du spectre de l'autisme parce que vous savez que c'est un spectre et souvent les cas qui sont moins évidents et qui sont plus subtils, c'est-à-dire que des enfants qui parlent, qui sont plus sur le côté moins sévère de l'autisme, parfois on rate au niveau au niveau de l'évaluation en utilisant cet outil de dépistage. Ça ne va pas pouvoir détecter certains facteurs, certaines caractéristiques. Et bien sûr qu'il y a un risque de faux positif ou faux négatif dépendant de la personne qui observe, parce que c'est un questionnaire qui est basé sur l'observation de la personne et souvent qui est aussi donné par le parent. Donc, si le parent est biaisé au niveau de son observation et qu'il nous rapporte quelque chose, ça peut nous donner des faux positifs ou des faux négatifs. C'est pour ça que répéter le dépistage, le processus de dépistage à un intervalle donné, comme Dr. Courtney nous a prescrit, c'est très important parce que à ce moment-là, ça nous permet de dérisquer ces choses-là au niveau des faux positifs et faux négatifs. Dr. Courtney, je vous laisse le soin Oui, de d'ajouter. Mhm. vous avez bien décrit. Il faut juste toujours nous rappeler que le dépistage, c'est pour essayer de bien détecter les maladies tôt, précoces, mais que c'est pas un diagnostic, comme Fabien a dit. Alors, et si on a un test qui dit à risque, ça ne veut pas dire forcément que l'enfant a un trouble de spectre autistique. Alors, c'est très important quand on parle aux parents pour expliquer que c'est un dépistage. Et c'est bon d'expliquer aux parents, si on va faire systématiquement, comme il est recommandé, qu'on fait pour tous les enfants, c'est juste pour vraiment détecter précocement. Et puis après, on doit les référer vers quelqu'un qui peut confirmer le diagnostic. Et comme Fabi a dit, les faux positifs, faux négatifs, ça peut venir à cause de l'observation de la personne qui répond aux questions. Ça peut aussi venir à cause d'autres maladies. Par exemple, j'ai eu au moins un enfant en Guinée où le MCHA était positive à risque, mais en fait, quand on a fait la référence en ORL, on a trouvé que l'enfant avait une surdité profonde et finalement, on peut pas savoir jusqu'à ce qu'on a bien traité la surdité, mais c'est possible que quand la surdité est bien traitée, on va trouver que l'enfant n'a pas l'autisme. Alors, ce sont les limites de l'outil. OK. Ouais, merci. Et donc, au niveau du score, lorsqu'il vient élevé, lorsqu'on a un score de 8 et plus, c'est important de savoir à qui référer cet enfant. Donc, en général, ça va être un pédiatre ou un psychologue, un psychiatre, ou ça va être un neurologue souvent ou un neuropsychologue qui peut évaluer ces enfants-là. Donc, c'est pas aussi, il faut comprendre que l'autisme n'est pas une maladie, c'est pas quelque chose qu'on traite avec un médicament. Donc, il faut une évaluation avec des outils standards d'évaluation et ces personnes-là sont formées et spécialisées dans l'évaluation de l'autisme. Et vous voyez que Dr. Courtney, elle est capable de dissocier un cas de maladie et pouvoir poser un diagnostic après si nécessaire. Traiter d'abord la maladie en soi, si c'est une surdité ou s'il y a autre chose. Il faut aller par élimination et ils font un processus d'élimination avant de vraiment poser un diagnostic officiel d'autisme. Donc, il faut vraiment se référer à des spécialistes et ne pas juste amener les enfants dans un centre ou dans une école parce que quelqu'un vous a référé à cet endroit. Assurez-vous que les personnes ont les credentials qu'il faut
pour pouvoir poser un diagnostic officiel. OK? Et en général, après le diagnostic, nous avons une collaboration entre les différentes équipes qui accompagnent l'enfant. Donc, la collaboration se fait entre le pédiatre et le psychologue et les personnes de l'équipe thérapeutique, c'est-à-dire comportement, euh, si nécessaire, speech, donc orthophoniste, et les éducateurs qui travaillent avec l'enfant. Donc, vous voyez que c'est toute une équipe qui va être autour de l'enfant pour l'accompagner, inclut les parents, parce qu'il faut qu'ils continuent à la maison à travailler avec cet enfant. Donc, c'est très important de vraiment savoir le rôle de chacun dans l'accompagnement de l'enfant et dans la détermination de ce diagnostic-là. OK? Euh, quelque chose à ajouter, Dr. Courtney? C'est bien dit. Je n'ai rien à ajouter pour le moment, sauf une OK. chose, juste que notre centre, on est toujours content de recevoir les enfants pour cette raison. Et parfois, quand on a des doutes, on a la capacité de programmer l'enfant pour voir Dr. Léa, qui vient 2 fois par an. Et elle est encore plus spécialisée que nous. Et Fabi, elle la connaît aussi. Et on a la capacité de vraiment confirmer quand il y a des doutes. Oui, oui. Et ouais, Dr. Léa, comme on dit en anglais, amazing. Elle aussi, elle Oui. est super. Oui. Elle est super. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous donner un cas de scénario. Donc, on va vous donner à quoi ça ressemble d'habitude. Donc, disons que nous prenons une enfant qui s'appelle Mariam, qui a 24 mois, qui vient au centre de santé pour une consultation de routine et que, par exemple, l'infirmière et donc avec le père essaye de faire une évaluation aux 24 mois. Donc, comme Dr. Courtney a dit, à 18 mois et à 24 mois, c'est important de faire quand même cette évaluation-là de dépistage pour voir s'il y a un risque. Donc, que l'enfant démontre des signes ou pas, c'est important de le faire. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que l'infirmière, elle fait? Elle propose de faire le MChat avec le père et ils ont répondu à quelques questions. Comme je vous ai dit, c'est une vingtaine de questions et le père a aidé à répondre aux questions et suite à ça, le score est revenu élevé. Et donc, un entretien de suivi a été recommandé par l'infirmière. Donc, elle organise alors une prochaine entrevue de suivi avec le pédiatre et elle propose à monsieur de continuer l'investigation. OK? Donc, ça, c'est juste un cas fictif, juste pour vous donner une idée de comment ça se passe, le processus. Mais pour des enfants de 16 à 30 mois, c'est important de quand même faire un screening, un dépistage de routine. D'accord? Et donc, pour la pratique au niveau clinique, je vais laisser le soin à Dr. Courtney de nous expliquer en général lorsqu'elle reçoit quelqu'un, un enfant, en tant que pédiatre, comment ça se passe au niveau clinique avec le parent et comment est-ce qu'elle communique avec le parent, parce que la communication de façon empathique est très importante et ne surtout pas affoler le parent et en lui communiquant une information. Et en lui disant que l'enfant est à risque. Donc, je pense qu'on va donner euh, le soin à Dr. Courtney de nous dire comment est-ce qu'elle elle procède avec un parent sur le côté clinique. Bien. Alors, tout d'abord, pour dire que vous savez, en tant que pédiatre, nous avons le travail de toujours surveiller le développement de l'enfant. Alors, tout d'abord, avant de faire un MCHA, on doit aussi être en train de regarder le développement de l'enfant. Est-ce que le développement moteur, la motricité fine, le langage, le développement social, est-ce que tout ça, c'est comme il faut ou est-ce qu'il y a des signes de retard? Et alors, avec ça,
à l'âge de 18 mois et 24 mois, il est conseillé de faire aussi l'EMSHA pour chaque enfant pour dépister l'autisme. Mais je connais la réalité de la pratique en Guinée. Il est aussi très difficile de faire tout ça pour une visite parce que souvent les parents viennent que pour les maladies. On est en train de discuter de tous les problèmes et ça ne reste pas le temps pour faire aussi plusieurs dépistages. Alors, je vous explique ce qui est la norme, par exemple, aux États-Unis, on fait à chaque fois et la plupart des parents, ils peuvent lire. Alors, la plupart du temps, c'est pas le pédiatre qui s'assoit avec le parent, c'est les parents qui font à l'attente, pendant la salle d'attente et après, le pédiatre, il fait le score et il dit, OK, c'est bon ou c'est pas bon. Alors, on a encore plus de travail à faire en Guinée parce que, et c'est pas, peut-être ça veut dire on a des infirmières qui sont formées ou quelqu'un qui peut nous aider parce que le travail est vraiment grand pour nous de s'occuper des maladies aussi avec le dépistage et c'est même dans notre clinique, c'est pas encore systématique de faire la MSHA pour chaque enfant de 18 mois et 24 mois parce qu'on n'a simplement pas le staff et pas le temps pour faire pour chaque enfant. Mais sûrement, si vous voyez qu'il y a un enfant à 18 mois, à 24 mois, qui a des retards de développement, c'est le moment pour faire le MSHA à chaque fois. Et puis, on va parler des différentes manières parce que on va vous partager le MSHA, le site web qui est disponible avec le questionnaire. Vous pouvez les imprimer, vous pouvez décider comment vous allez faire. Mais il y a aussi la possibilité pour les parents qui ont des téléphones Android qui peuvent même faire le dépistage en ligne à travers le site web de Lab, de Centre de Fabi et son équipe. Alors, on a des différentes possibilités, mais tout ça pour dire que je comprends que c'est pas possible de faire systématiquement en ce moment en Guinée, mais certainement pour les enfants qui ont des signes de retard de développement, c'est le moment pour faire pour nous rassurer que ce n'est pas un trouble de spectre autistique. Alors, quand on va faire le dépistage, il est important qu'on explique aux parents avant de faire. Ça, c'est une questionnaire qu'on donne à tous les parents pour dépister un problème qui s'appelle l'autisme. Mais si on voit qu'il y a quelque chose sur le questionnaire, on va en parler. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ça que votre enfant a. On va aller plus profondément dans les détails pour décider qu'est-ce qu'il faut pour ton enfant. Alors, si le questionnaire révèle un risque de l'autisme, de troubles de spectre autistique, c'est très important d'être disponible pour les parents pour qu'ils puissent poser des questions. Je recommande de leur expliquer que ce questionnaire est fait pour qu'on puisse trouver les problèmes précocement, pour qu'on puisse faire le meilleur traitement pour l'enfant, pour qu'il puisse maximiser son développement dans l'avenir et qu'il soit autonome, comme Fabi a dit. Mais que ce qu'on a trouvé sur le questionnaire de votre enfant ne confirme pas encore qu'il y a un autisme. On va confirmer, on va faire tout ce qu'il faut pour confirmer que si c'est ça ou s'il y a une autre maladie qui donne ces réponses qui sont anormales. Alors, on va s'asseoir, expliquer aux parents. Si c'est un parent qui décide qu'ils veulent faire par leur téléphone à travers le site web, et par exemple, j'ai fait avec un parent il y a 2 semaines, j'ai dit, on n'a pas le temps tout de suite, mais on va juste faire, il faut le faire à la maison et puis tu peux me revenir s'il y a des soucis. Alors, si vous décidez de donner le site web aux parents, je recommande fortement de leur dire s'il y a des soucis après le questionnaire, je suis là, revenez me voir et puis on va discuter du résultat. Si le résultat dit que c'est bon, qu'il n'y a pas de risque, on va continuer de surveiller l'enfant comme d'habitude.
Et puis, c'est sûr que même si on dit que c'est pas encore une confirmation, que la plupart des parents vont être inquiets. Par contre, il y a assez de parents qui viennent me voir déjà avec ça, c'est le souci principal et ils ne sont pas surpris par le résultat. Il y a assez qui disent oui, c'est ça ma préoccupation, mon souci et je suis content qu'on peut poursuivre un traitement, mais il y a des autres parents où ils n'avaient pas de suspicion qu'il y avait un problème chez leur enfant ou peut-être ils avaient un petit souci, mais ils n'avaient jamais entendu le mot autisme, ils ne comprennent pas. Alors, il est très important de prendre le temps avec les parents pour leur expliquer c'est quoi l'autisme. Je vais vous partager aussi un bon site web de l'Institut Pasteur qui explique bien l'autisme, qui est bon pour nous, les médecins, pour comprendre comment expliquer aux parents. C'est probablement un peu trop profond pour la plupart des parents, mais ça peut nous préparer de bien répondre aux questions des parents au moment de le dépistage positif et puis leur rassurer, il est important de leur rassurer que on va suivre l'enfant et que on va leur accompagner dans chaque partie de l'évaluation, de diagnostic et de traitement. Mhm. Parfait. Et donc, c'est super ça. Donc, n'hésitez pas à utiliser, je vais partager avec vous le site du lab pour faire l'évaluation. Euh, donc, vous pouvez toujours partager avec les parents dans votre entourage. Et je vais vous partager plus tard le site ou peut-être que Dr. Courtney, je sais qu'elle peut taper dans le chat Bien euh, le, sûr. le site de l'Institut Pasteur et je vais le copier aussi pour pouvoir vous l'envoyer par email à tout le monde, à tous les participants. C'est important de pouvoir avoir des informations à partager. Donc, là, on arrive à la fin de notre discussion et je vous ouvre pour les questions si vous en avez. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je peux, oui, euh, je peux ouvrir pour tout le monde. Donnez-moi une seconde. Il y a beaucoup plus de personnes maintenant. Juste fermer ça. Oh là là. D'accord. Est-ce qu'il y a... Je suis en train d'essayer de voir le chat. Oui, Dr. Courtney, elle a mis tous les liens dans le chat. Je vais ouvrir les micros pour tout le monde. Si vous avez des questions, Moi, j'ai une question. oui. Allez-y, J'aimerais, madame. d'accord, je dis, j'aimerais, à l'aide de quelques exemples, que vous nous fassiez la différence entre un enfant positivement à risque et un enfant négativement à risque. Dr. Courtney? Oui, alors, si j'ai bien compris, vous voulez juste connaître la différence entre un dépistage positif et un dépistage négatif, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Alors, ça veut dire que un enfant qui est à risque selon l'outil MCHA, ça veut dire qu'il y a plusieurs signes, plusieurs comportements que l'enfant a qui peuvent signifier un risque d'autisme. Ça peut nous signaler que l'enfant peut avoir un trouble de spectre autistique, mais il ne peut pas encore nous dire, sans rentrer en détail, si ces signes sont à cause de l'autisme ou à cause de quelque chose d'autre, ou si l'enfant est normal et a un neurodéveloppement normal. Pour un dépistage négatif, ça veut dire que pour le moment, au moment du questionnaire, quand le parent a répondu à toutes les questions, qu'il n'y a pas encore assez de signes
pour nous rendre inquiètes pour la possibilité d'un trouble de spectre autistique. Mais comme nous avons dit, il y a une possibilité d'un dépistage faux négatif, que ça veut pas, on peut pas dire, OK, le questionnaire est négatif, ça veut dire forcément que ton enfant n'a pas le trouble de spectre autistique, mais ça veut dire qu'en ce moment, il n'y a pas assez de soucis ou de signes pour nous faire s'inquiéter pour l'autisme. Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui, c'est clair. Merci. De rien. Il y a une autre Bonsoir. question? Oui, Bonsoir. Bonsoir. oui, allez-y. J'ai une question, c'est Tenen Traoré. D'accord. Oui. J'aimerais savoir s'il y a l'autisme invisible, s'il y en a, quels sont les signes? L'autisme quoi? Invisible? Invisible, invisible. Je ne sais pas si j'ai entendu parler de cette expression. Fabi, est-ce que tu as entendu parler de cette expression particulière? Je vais peut-être estimer qu'elle est en train de parler de l'autisme des signes de l'autisme qui ne sont pas très visibles, si je comprends. Oui, Donc, c'est ça, Madame Traoré? oui, oui. Donc, ça veut dire qu'en fait, peut-être dans la partie où on parlait euh, des caractéristiques de l'autisme, on disait en fait que le MChat, parfois, euh, n'arrive pas à couvrir, à, à- à identifier des enfants qui sont, par exemple, vocal, qui peuvent parler, ou n'arrive pas à identifier des enfants qui sont on the high end, the high functioning end, c'est-à-dire que des enfants qui sont très, très proches des enfants qui sont typiques, mais qui sont quand même sur le spectre de l'autisme. On n'arrive pas à les identifier sur le MChat à travers le questionnaire. Oui, ça arrive qu'on n'arrive pas à joindre ces enfants qui sont sur ce côté du spectre. Et c'est pour ça que c'est important de répéter le dépistage parce que le gap augmente au fur et à mesure que l'enfant grandit et se développe. Donc, le développement démontre quelque part une disparité, une différence plus grande au fur et à mesure que l'enfant évolue et qu'il grandit. Donc, quand on le fait entre 16 et 30 mois, c'est sûr que nous sommes en train de couvrir Il n'y a pas une très grosse différence au début entre les bébés. Quand vous regardez le bébé, il y en a qui babblent jusqu'à un certain âge, mais qui sont quand même des enfants typiques et qui se développent peut-être un peu plus lentement, mais qui ne sont pas sur le spectre de l'autisme. Donc, ça se mélange jusqu'à un certain âge. Mais à partir d'un certain niveau, vous allez voir qu'on commence à voir clairement la différence. On commence à voir ces signes-là dont on vous parle vont être beaucoup plus frappants à ce moment-là. C'est pour ça que c'est important. Mais le diagnostic précoce nous permet quand même d'aller chercher ce pool d'enfants-là qui sont très visibles, à qui on peut donner, et souvent qui sont les enfants qui ont besoin de beaucoup plus de support et à qui on peut donner le support qu'ils ont besoin dès le départ. Maintenant, les autres que nous sommes en train de rater, peut-être qu'au fur et à mesure qu'ils évoluent, on va quand même pouvoir capter cette différence-là et pouvoir leur apporter le support qu'on a besoin au fur et à mesure qu'ils grandissent. Oui, il n'y a pas de... Oui, il y a un côté où on ne les voit pas au début, mais ça va se voir à un certain moment et on va pouvoir les aider et les supporter. D'accord? J'espère que D'accord. j'ai répondu à votre question. Oui, oui, j'ai posé la question parce que, Oui, allô? Parce oui, qu'on oui. a un enfant, c'est l'enfant à mon nom. La fille, elle ne parle pas. Elle a été à l'hôpital. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a. Les docteurs ont dit l'enfant n'a pas de problème. Mais jusqu'à présent, elle ne parle pas. OK. Oui, essayez de voir un pédiatre souvent dans ces cas-là pour essayer d'éliminer, d'aller par élimination. Elle ne parle pas pour quelle raison. Donc, on va essayer peut-être de voir plusieurs options au niveau du pédiatre. Ils ont plusieurs peut-être options pour évaluer et ils vont aller par élimination. Et si
la conclusion est que l'enfant se trouve dans le spectre de l'autisme, à ce moment-là, ils vont essayer de faire un diagnostic officiel qui est beaucoup plus profond que le MCHAT. Et une fois qu'ils ont posé le diagnostic, ils vont référer à un professionnel qui va pouvoir supporter l'enfant. Si c'est le speech therapist qui est beaucoup plus approprié dans son cas et qu'elle n'a pas d'autres problèmes comportementaux, probablement qu'ils vont le référer à un speech. Mais si c'est une prise en charge globale, à ce moment-là, ils réfèrent à un centre qui donne tous ces services-là, c'est-à-dire comportement, speech et OT et tout ce qui s'ensuit. OK? OK. Merci beaucoup. De rien. Quelqu'un d'autre? Bonjour, est-ce qu'on m'entend, docteur Ibrahima Souri Diallo? Oui, oui, docteur. Allez-y. Merci beaucoup, docteur Courtenay, et merci à Fabi aussi pour cette initiative par rapport à cet outil de diagnostic, d'orientation pour le dépistage de l'autisme. Et je pense que c'est une activité très intéressante. Nous, pédiatres, nous rencontrons souvent des enfants qui sont dans un spectre d'autisme, mais je pense que l'outil n'est pas encore vulgarisé et partagé par tout le monde. C'est une occasion pour nous de l'utiliser, et je pense que avec la collaboration avec Sacré-Cœur, nous pouvons, à travers l'Association guinéenne des pédiatres, répéter cette information, cette communication, pour que beaucoup de pédiatres puissent vraiment maîtriser l'outil. Et moi qui vous parle, j'ai beaucoup d'exemples de cas que je suis actuellement, des cas d'autisme, et je vous assure qu'actuellement, les parents intellectuels sont même plus informés que les pédiatres, parce qu'ils sont dans l'outil de l'intelligence artificielle. Ils cherchent, ils comparent, ils évaluent, et parfois ils peuvent même confirmer que leur enfant fait de l'autisme parce qu'ils comparent avec d'autres enfants. Mais ce qui est surtout particulier chez nous ici, c'est que beaucoup de mamans croient que la prise en charge ne peut pas être faite en Guinée. Il faut absolument évacuer les enfants. Et moi, j'ai vu 2 couples qui sont pas disloqués, mais la femme vit en France, les maris vivent en Guinée. Et ça pose problème par rapport à la prise en charge et puis par rapport à la famille. La cellule familiale éclate à cause de l'éloignement de l'enfant par rapport à sa prise en charge. Parce que nous sommes des pédiatres. Dans certaines écoles, on voit des enfants qui ont le spectre d'autisme, mais dont les parents, plutôt les enseignants, le corps enseignant n'est pas informé. Et parfois, ça pose problème sur l'éducation de cet enfant. Parfois, on le force à faire des choses qu'il ne peut pas faire, ou bien on l'oblige, ça fait des conflits avec les parents, et nous, parfois, on est obligé d'intervenir. Je vous remercie beaucoup. Et Fabi, je ne sais pas où elle est installée, mais Dr Courtenay va me le dire. Je profite de l'occasion aussi pour féliciter Sacré-Cœur, ce qu'ils sont en train de faire par rapport à l'apport pour la pédiatrie en Guinée. Et à l'INSEE, à l'Institut de nutrition et de santé pour enfants, nous avons un projet de suivi développemental des prématurés qui naissent, qui sortent guéris au niveau de l'hôpital. Nous avons avancé par rapport à la base de données. Nous avons actuellement plus de 4000 nouveau-nés que nous suivons. Et l'outil qu'on est en train d'utiliser pour le suivi développemental est en train d'être appuyé par... Nous n'avons pas démarré et les appeler pour qu'on puisse appeler les parents, pour qu'on puisse démarrer et le plus tôt que possible. C'est à cause de la rénovation, et ce qui nous empêche de démarrer la première corde. Mais c'est facile de les appeler, c'est facile de suivre ces enfants et en faire un dépistage. Et moi, je vous félicite, je vous remercie. L'Aguiped est à votre disposition, l'INSEE est à votre disposition. Nous aimerions un jour qu'on le partage aussi physiquement pour que les gens puissent se familiariser avec l'outil. Je dis que l'outil n'est pas difficile à utiliser. Donc, il faudrait qu'on le partage. Encore félicitations. Je ne sais pas si Courtenay a reconnu beaucoup de pédiatres pendant cette communication. En tout cas, notre Aguiped est suivi
Et notre plateforme est suivie jusqu'à Dakar avec nos amis Papa Mokhtar Faye que tu connais. Et s'ils avaient vu, ils pouvaient vraiment se connecter aussi. Je pense qu'on peut continuer à travailler ainsi. Donc, une fois encore, félicitations. Je vais devoir vous quitter. Je dois rejoindre l'hôpital. En tout cas, on est ensemble. Merci beaucoup. Oui. Vraiment, merci d'être là, docteur. C'est un plaisir. Merci Ouais, à vous. ouais. Merci. Et on va faire de notre mieux pour partager cet enregistrement pour que d'autres personnes qui n'ont pas pu joindre puissent le voir. Et, Très bien, très bien, très bien. et le site web, on OK. va le Merci partager. Fabi, merci Courtney. Merci. Allez, bonne journée. Ouais. Merci à vous. Merci. Ouais. D'autres questions? Oui, bonsoir madame. Bonsoir, Madame Docteur. Martin. Merci pour la brillante idée de l'échange. J'ai juste une question. Est-ce que c'est possible pour un enfant, je veux dire pour un adolescent de 18 à 19 ans, que l'autisme ne soit pas appréhendé dès le départ, mais que ça se développe et que ça se constate qu'à partir de ses 19 ans? Est-ce que vous demandez, est-ce que c'est possible de faire un diagnostic, de poser un diagnostic, ou est-ce que vous demandez si ça peut commencer à l'âge de 18-19 ans? Je demande si les troubles du spectre d'autisme ne se constatent qu'à partir de 19 ans, parce que j'ai vu un cas dans la localité où je suis, où le petit, au départ, il se comportait bien, mais à partir de 19 ans, le regard a changé et il s'est renfermé à lui-même, il ne s'intéressait plus à ses amis. Pourtant, au départ, ça allait. Donc, c'est ce que j'aimerais savoir, si c'était un cas d'autisme ou c'est juste lié à un autre problème. C'est une bonne question et moi je dirais c'est difficile à savoir sans vraiment faire un bon interrogatoire, un bon examen physique, peut-être des examens paracliniques, mais il est assez rare de voir, en fait je dirais c'est pas typique que les signes vont commencer à cet âge. Il y a des enfants qui vont avoir un diagnostic très tardivement et tout à fait, il y a des enfants de 18 ans, 19 ans qui n'ont jamais eu un diagnostic de trouble de spectre autistique que, en fait, quand ils ont l'évaluation, c'est confirmé qu'ils ont le trouble de spectre autistique. Et parfois, comme Fabi a dit pour l'autre question, parfois les signes sont vraiment subtils très tôt dans la vie et c'est au fur et à mesure que ça devient plus évident. Et car il est un spectre, il y a des enfants qui sont moins affectés, leur vie est impactée, mais pas très fortement. Et il y a des enfants où c'est clair depuis l'âge de 1 an, déjà ils ont le retard de langage et tout ça. Alors, c'est possible de poser le diagnostic à cet âge, mais si on est assez sûr que ce patient en question était neurotypique, qu'il n'avait pas ces problèmes de isolement social avant, que tous les symptômes étaient absents avant et maintenant, à l'âge de 18 ans, 19 ans, ils ont commencé. Il est très, très, très peu probable que c'est un autisme et il est plus probable que c'est une autre maladie neurologique qu'il faut investiguer. D'accord, merci beaucoup. C'est rien, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. J'allais ajouter qu'il y a, à part les pédiatres, je veux dire, il y en a qui arrivent à se faire diagnostiquer à l'âge adulte. Je vois des personnes qui se font diagnostiquer même à 45 ans de l'autisme. Mais comme le disait Dr. Courtney, l'autisme, c'est quelque chose que la personne a, qui n'a peut-être pas été identifié à temps et qui, pour certains, comme c'est très subtil,
on n'a pas pu, ils ont pu se fondre dans le système. Et surtout, en ce moment, on parle beaucoup ici aux États-Unis de masking, c'est-à-dire de camouflage. Il y a beaucoup, on remarque beaucoup, surtout chez les jeunes filles qui sont autistes, qu'elles arrivent facilement à masquer ce qui les dérange et à se fondre dans la masse. Mais quand ils reviennent à la maison, c'est beaucoup plus apparent, c'est-à-dire avec des personnes familières autour d'eux, l'autisme se manifeste beaucoup plus, donc ils sont plus eux-mêmes. Donc, c'est quelque chose qui définitivement doit être investigué. Il y a des psychologues et des psychiatres pour adultes qui, eux, utilisent des questionnaires pour adultes. Le MChat n'est pas adapté pour ça. Et même le EDOS, qui est pour enfants, n'est pas adapté pour diagnostiquer celui de l'adulte. Donc, il va falloir vraiment aller à un psychologue pour adultes et aussi s'assurer. N'oubliez pas que nous, ici, on a le DSM-5 qu'on utilise pour diagnostiquer toutes sortes de maladies mentales. Ça peut être le ADHD, qui peut-être sans le côté adulte, bien sûr, qui peut être d'autres sortes d'anxiété que la personne fait, elle, qu'elle se renferme. Donc, il y a toutes sortes de diagnostics différents. C'est un bouquin, je ne l'ai pas sur la main, vu que je ne suis pas à la maison, mais il est énorme comme ça. Et ça parle de tous les diagnostics de maladies mentales que vous pouvez avoir, inclut la schizophrénie et toutes sortes de choses. Donc, il faut une évaluation approfondie pour savoir pourquoi la personne se renferme. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est l'autisme. Ça se peut que ce soit ça et que la personne a pu masquer jusqu'à présent, mais il n'y a rien de vraiment sûr sans une évaluation approfondie par un expert. OK? D'accord. Merci, madame. D'accord. Est-ce qu'il y a une dernière? On va prendre une dernière question. On est à 5 minutes de la fin. Et s'il y Madame a... Martin, Oui. Allez-y, Madame Dienabou. Non, j'appelle madame Martin. D'accord. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non? Alors, je vais juste vous remercier d'avoir participé et donner le mot de la fin à à Dr. Courtney pour clore, vu que l'honneur lui revient. La prochaine fois, c'est elle qui va m'inviter à un Zoom. il y a madame Alors, qui voulait poser une question. OK? Oui? Vous avez un problème de micro, Madame Dienabou. Je ne vous entends pas très bien. Vous paraissez très loin. Est-ce que vous pouvez peut-être écrire la question pour que Madame Martine ou dire à Madame Martine pour qu'elle vous dise la question? Allô, oui, madame. Vous recevez mon mot? Oui? Allez-y. J'aimerais juste connaître Hmm. Malheureusement, on n'entend pas très bien. Ça fait juste un écho. Allô? Oui? Je disais que Oui? alors, je voulais dire que j'aimerais connaître un esprit de l'autisme. Parce que vu qu'on vient de dire la partie de quelle action on peut reconnaître l'esprit de l'autisme. Madame Dienabou, je suis désolée, je n'entends pas grand-chose. J'entends juste du bruit. Est-ce que Madame Martine peut vous aider peut-être, si vous êtes avec elle? Bien sûr. Je vais mute tout le monde là. On va essayer de voir si ça va mieux aller. Voilà, tout le monde a mute son phone. Est-ce que Madame Dienabou, vous pouvez utiliser peut-être le téléphone de Madame Martine si vous avez votre dernière question rapidement? Ou est-ce que vous pouvez essayer de taper la question dans le chat? OK. Allô, madame? Oui, 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 je vous entends, Madame Martine.
D'accord, c'est Madame Sayon Keita. Ah, bonjour. Bonjour, Oui, Madame bonjour, Sayon. madame. Oui. Oui. Je disais que vu qu'on a dit c'est à partir de 16 à 30 mois qu'on peut reconnaître les signes de l'autisme, Mhm. je voudrais un peu connaître les signes de l'autisme, s'il vous plaît. D'accord. Ben, je vais laisser une dernière chance à Madame Cortier de vous parler. Oui, alors en global, vous allez voir encore plus sur le site web que j'ai partagé sur l'Institut Pasteur, mais c'est une combinaison de troubles le développement social, c'est-à-dire l'interaction avec les autres gens autour d'eux, et aussi des troubles de langage et comportement. Alors, souvent, il y a des retards de langage, ils ont du mal à s'exprimer, mais aussi les problèmes pour les troubles de comportement. Parfois, comme elle a dit, comme Fabie a dit, il y a des mouvements répétitifs. Parfois, ils veulent faire les mêmes choses à répétition. Parfois, ils sont difficiles à gérer parce qu'ils ne veulent pas suivre ce qui est demandé. Je sais pas, je m'exprime pas très bien pour le moment sans avoir les mots devant moi, mais c'est souvent les troubles de langage, les troubles de comportement et le trouble d'interaction sociale. Et je vais vous partager une vidéo qui parle très bien des signes, et des signes avant 2 ans et des signes après 2 ans, c'est-à-dire de 2 à 4 ans. Donc, je vais partager ce lien-là avec vous, Madame Sayon. D'accord? Ça marche? Ah, OK. Ben, merci à tout le monde. Je dis à Dr. Courtney de terminer rapidement et on va... Merci à tout le monde d'être présent, c'est vraiment un plaisir et je vous recommande fortement de visiter le site web, visiter le site web de Lab Academy et je vais aussi partager le site web ou les informations pour notre centre et j'espère qu'on va vous revoir bientôt. OK, merci. Et voici le site. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Si vous venez sur le site, c'est labacademy.net. OK? Et vous venez ici, là où c'est écrit MChat, ce dont nous avons parlé aujourd'hui. MChat, vous cliquez dessus et vous allez voir, c'est ici que ça explique l'outil de dépistage. Et vous pouvez simplement aller commencer le dépistage ici. Au niveau de la partie jaune, c'est écrit commencer le dépistage. Et une fois que vous arrivez là, vous répondez juste aux questions. C'est très simple. Vous répondez à toutes les questions. À la fin du questionnaire, ça va nous envoyer les informations des résultats. Et si c'est inquiétant et au-delà de 8, c'est-à-dire que c'est à haut risque, on va vous contacter et si nécessaire, on va vous référer à Dr. Courtney pour qu'elle puisse faire une évaluation plus approfondie pour déterminer si c'est vraiment l'autisme ou si c'est autre chose avant qu'on ne commence une prise en charge chez nous. D'accord? Donc, c'est ça que j'avais en dernier à vous donner et je vais partager cette information avec vous via email vu que vous êtes tous inscrits. Donc, je vais partager le lien de l'Institut Pasteur encore une fois et partager le lien de Lab Academy pour aller faire le test de MChat et on reste en contact. D'accord? Merci et passez une bonne après-midi chez vous. À très bientôt pour un autre webinaire.